Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet très intéressant qui est la cryptanalyse et on va voir plus particulièrement comment craquer des mots de passe. Donc déjà, quand on parle de cryptanalyse et de craquer des mots de passe, il faut comprendre une chose essentielle qui est comment fonctionne en fait le- la cryptanalyse. Donc comment on fabrique des hashes qui sont assez robustes pour éviter d'être craqués. Donc déjà, on va voir qu'est-ce qu'un hash non réversible. Donc déjà, un hash non réversible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un message en clair, donc par exemple un mot de passe ou une phrase, n'importe quoi qui est donc en clair, donc lisible par quelqu'un, eh bien quand on la fait passer à travers une fonction de hash non réversible, eh bien la version hachée de ce message est extrêmement compliquée à déhacher et donc à revenir vers le message en clair. Donc en fait, ces algorithmes de hash utilisent des fonctions mathématiques qu'on appelle des fonctions à sens unique, qui en fait permettent d'avoir, donc c'est une fonction, donc f de x, donc f de x est égal à y, mais passer de y, donc l'image, à l'antécédent x est extrêmement compliqué, voire même parfois presque impossible. Donc les différents algorithmes qui sont très répandus actuellement dans le milieu de l'entreprise et en général sont par exemple les versions de SHA, donc SHA-256, SHA-512, MD5, MD7, qui sont donc des algorithmes non réversibles, donc qui sont normalement certifiés être plutôt sécurisés, donc difficilement craquables, et donc normalement une bonne manière de protéger ces mots de passe. Donc, par exemple, dans le cas d'un SHA-256, eh bien, on peut voir que eh bien, ces hashes-là, en plus d'avoir donc d'être très compliqués à donc déhacher, eh bien, ils sont extrêmement dispersés. Par exemple, là, je vous ai mis donc en texte clair test 1 qui donne donc ce hash-là, donc en SHA-256, et test 2 qui donne ce hash-là en SHA-256. On voit qu'entre test 1 et test 2 en clair, la seule différence, c'est le 1 et le 2. Mais par contre, les hashes sont extrêmement différents. Donc avec seulement une seule variation dans la version claire, eh bien on a des variations extrêmement grandes dans la version hachée. Donc ça veut dire que même si, par exemple, on a un hash qui se rapproche d'un autre hash, eh bien ça ne veut pas du tout dire qu'on est proche de la solution et proche d'avoir craqué le mot de passe. Donc c'est vraiment une surcouche de protection en plus d'avoir donc une fonction extrêmement dispersée, donc qui permet de sécuriser un peu plus le mot de passe pour en fait euh, que ce soit un peu plus troublé et qu'on ne puisse pas voir que eh bien, on se rapproche ou pas du résultat. Et aussi donc avoir des résultats autant différents et autant dispersés, ça permet en fait d'être robuste aux attaques on dit par collision. Donc en fait, ce sont des attaques qui consistent à trouver donc deux antécédents qui ont la même image et donc avoir donc deux versions claires qui auraient le même hash. Ça arrive par exemple pour l'algorithme MD5 qui est donc un petit peu susceptible aux attaques par collision et donc qui permet en fait à certains attaquants pardon, de pouvoir donc trouver des mots de passe même s'ils ne trouvent pas forcément le bon mot de passe et par le biais de trouver le bon hash même si c'est pas le même mot en clair. Donc comment craquer donc ces hashes qui semblent normalement impénétrables, incraquables? Eh bien, il y a deux méthodes. Il y a les attaques par brute force et les attaques par dictionnaire. Donc, les attaques par brute force, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est le fait de tester toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver le bon hash et donc avoir trouvé le bon texte clair à la base. Donc, les avantages de ce type d'attaque, c'est que c'est assez simple à implémenter par soi-même. À coder, c'est plutôt simple. En Python, on peut faire vraiment rapidement un code qui permet de brute force au final tous les types de hash possibles, puisque la seule différence, c'est que on va les faire passer à travers les fonctions de hash différentes. Mais à implémenter, c'est assez simple. Et là où c'est avantageux d'utiliser des brute force attaques, c'est sur des mots de passe faibles. Par exemple, des mots de passe qui ont 4 caractères, 4 digits, qui n'ont pas de caractères spéciaux, etc. Eh bien, si on a une machine avec une puissance de calcul assez suffisante, les PC actuellement en général ont des puissances de calcul qui sont plutôt élevées, eh bien, on peut craquer assez facilement des mots de passe en utilisant des attaques par brute force s'ils sont faibles. Par contre, l'inconvénient, c'est que si le password est fort, donc avec beaucoup de caractères, des caractères spéciaux, etc.,
Et bien là, par contre, une attaque par brute force serait extrêmement longue, parce que tester toutes les combinaisons serait extrêmement long, et ça dépendrait donc des capacités de calcul de la machine, et surtout bah, du temps, parce que ça prend énormément de temps de brute force des mots de passe qui sont assez forts. Et donc, une autre type d'attaque, c'est les attaques par dictionnaire. Les attaques par dictionnaire sont des attaques qui sont beaucoup plus simples, on va dire, à comprendre, et surtout encore plus simples à implémenter, puisque, en fait, une attaque par dictionnaire consiste à récupérer donc une liste de passwords en clair, et de les jouer, et donc à chaque fois de les encrypter dans le hash qu'on veut crypter, et qu'on veut casser, pardon. Et dès qu'on trouve bah, le bon hash, eh bien, ça veut dire qu'on a trouvé le bon password. Par contre, la condition pour que eh bien, ça fonctionne, eh bien, il faut que dans la liste qu'on a de base, eh bien, il faut qu'il y ait le password qu'on cherche. Parce que s'il n'est pas dedans, eh ben, quand on aura traversé bah, tout le dictionnaire, eh ben, à la fin, on va se retrouver à avoir aucun password qui correspond. Donc c'est la condition qu'il faut pour pouvoir mener à bien une attaque par dictionnaire, c'est d'avoir un dictionnaire qui est vraiment très 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 fourni pour avoir potentiellement la chance d'avoir en fait le password qu'on cherche dans cette liste-là. Et c'est plutôt efficace sur des passwords qui sont parfois même très complexes, parce qu'il suffit que par exemple un password très complexe est fuité sur Internet, donc comme par exemple, comme il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça une attaque sur LinkedIn, donc qui a fait fuiter des informations confidentielles sur bah, énormément d'utilisateurs de LinkedIn, donc des adresses mail et des mots de passe LinkedIn ont fuité vraiment beaucoup sur Internet, et donc il suffit de récupérer ces dictionnaires-là, qui sont trouvables la plupart sur Internet, vous pouvez chercher sur GitHub, etc. Il y a énormément de, de dictionnaires de passwords qui sont accessibles, gratuits, qui visiblement sont bah, légales, puisque c'est sur GitHub, et donc un password très complexe peut être craqué de cette manière-là, alors que faire une attaque brute force aurait été quasi impossible à mener là-dessus. Donc, quels outils on va utiliser pour mener à bien, que ce soit des attaques par brute force ou des attaques par dictionnaire? Eh bien, on va utiliser des outils donc, comme John the Ripper ou Hashcat, qui sont des logiciels, des outils gratuits, euh, qui normalement tournent beaucoup mieux sur Linux. J'ai jamais utilisé moi personnellement John the Ripper ou Hashcat sur Windows ou Mac, mais en tout cas sur Linux, ça fonctionne très très bien. Donc John the Ripper, c'est un outil qui est extrêmement pratique puisqu'il a énormément de modules. Par exemple, grâce à John the Ripper, vous pouvez craquer des clés RSA, vous pouvez craquer des zips protégés, vous pouvez vraiment craquer énormément de formats de hash possibles et de fichiers protégés. Et Hashcat, c'est donc un logiciel qui est semblable à John the Ripper, qui permet aussi de craquer donc des hashes. Et l'avantage de Hashcat, c'est qu'on peut facilement configurer pour le faire tourner sur notre carte graphique, et donc vraiment démultiplier la puissance de calcul, et mener à bien soit des attaques par brute force ou par dictionnaire de manière extrêmement rapide. Donc aussi, en plus de craquer donc des passwords, donc des hashes de manière locale comme ça, donc avoir le hash et essayer de le craquer, donc soit John the Ripper ou Hashcat, on peut aussi faire du brute force ou des dictionnaire attaques sur des services qui sont pas du tout en local, qui sont hébergés, donc par exemple sur un serveur. Donc on a vu par exemple dans la première vidéo que je vous ai montré sur la partie reconnaissance, que les connexions SSH sont extrêmement importantes dans le cadre, par exemple, d'un CTF ou du pentest, puisque bah, en fait, avoir une connexion SSH reviendrait en fait à avoir un dialogue direct avec notre cible, donc qui est le serveur. Et en fait, on peut craquer ces connexions SSH-là de manière complètement online. Et on va utiliser quoi comme logiciel? On va utiliser un logiciel qui s'appelle Hydra, qui permet en fait de brute forcer ou de faire des attaques par dictionnaire, des connexions SSH, des connexions FTP, des formulaires HTTP, toutes sortes de choses, et donc qui permettrait en fait d'avoir donc des credentials euh, grâce à ce logiciel-là. Maintenant, on va voir la partie de bah, comment protéger des passwords, comment être efficace dans la protection des passwords. Donc déjà, quand on est utilisateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est déjà éviter des passwords qui sont en rapport avec nos centres d'intérêt. Puisque, par exemple, quand on fait des opérations de Red Team ou de Pentest, quand on va faire par exemple des attaques via password, eh bien, on va faire des campagnes par exemple, on va essayer de récolter des informations sur une potentielle cible, donc un potentiel utilisateur, se renseigner sur ses goûts, se renseigner par exemple sur là où il travaille, sur sa date de naissance, etc.
et on peut se fabriquer nous-mêmes donc un dictionnaire de passwords qui pourrait être en rapport avec nos centres d'intérêt, ou en tout cas en rapport au centre d'intérêt de la potentielle cible, et donc pouvoir mener à bien donc des attaques par dictionnaire efficacement basées sur les centres d'intérêt de quelqu'un. Donc il faut éviter d'utiliser des mots de passe en rapport avec nos centres d'intérêt, nos prénoms, etc. Et utiliser des passwords avec une strong policy, comme on appelle, donc avec généralement c'est plus de 8 caractères, avec des caractères spéciaux, etc. pour justement éviter les attaques par brute force, puisqu'elles prendraient extrêmement longtemps à mener pour retrouver notre password. Et voilà. Donc après, être protégé contre les attaques par dictionnaire, donc ça dépend. Donc il faut éviter les centres d'intérêt. Et après, bon, bah, si par exemple nos informations ont fuité, comme par exemple dans le cas de l'attaque qu'il y a eu contre LinkedIn, bon, bah, dans ce cas-là, pas forcément protégé. Mais en tout cas, utiliser des passwords forts, c'est quand même une bonne chose à utiliser quand on est utilisateur d'une application ou de quoi que ce soit. Après, quand on est développeur d'une application, ce qui est important de faire quand on doit, par exemple, gérer des utilisateurs avec des noms d'utilisateurs et des mots de passe, eh bien, c'est de protéger la base de données qui contient ces mots de passe-là avec des hashes forts. Donc, éviter, par exemple, le MD5, qui est lui, donc, normalement, un hash réversible, non réversible, pardon, mais qui a donc certaines faiblesses. Donc, utiliser des hashes les plus forts possibles pour éviter qu'ils soient craqués facilement. Et utiliser des technologies de MFA, donc Multi-Factor Authentication, qui en fait permettent de, par exemple, quand on se connecte à un site internet, de, par exemple, confirmer notre connexion avec un mot de passe qui est envoyé via SMS, donc avec de l'OTP, etc. Et donc, grâce à du multi-factor authentication, on peut donc éviter cette partie de, en fait, d'usurpation d'identité, quand même si par exemple des mots de passe sont fuités, et bien si derrière, et bien le multi-factor authentication échoue parce que le mot de passe n'a pas été confirmé par SMS, eh bien on protège quand même les utilisateurs grâce à ça. Et quand par exemple on développe un site internet, ce qui est important d'utiliser sont les WAF, donc les Web Application Firewall, qui donc permettent dans le cadre, par exemple, d'un brute force de connexion, par exemple en utilisant Hydra, que ce soit donc sur un formulaire HTTP ou que ce soit par exemple sur du SSH, etc., pouvoir en fait bloquer les requêtes qui sont trop insistantes, par exemple via une adresse IP. Si on voit qu'une adresse IP fait énormément de requêtes de connexion sur un login password d'un formulaire, eh ben, on va le bloquer quoi, grâce à des Web Application Firewall. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques petits cas concrets de comment craquer des passwords en utilisant John the Ripper, notamment, puisque c'est le logiciel que moi je préfère pour craquer des passwords, et aussi l'utilisation de Hydra pour craquer une connexion SSH. Donc maintenant, on se retrouve pour la partie démonstration donc, de la cryptanalyse et de comment craquer des passwords. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment craquer des hashes donc non réversibles, plus particulièrement, je vais vous montrer pour le SHA-256 et pour le MD5 en utilisant John the Ripper. Je vais aussi vous montrer comment craquer un zip protégé par un password, aussi en utilisant John the Ripper. Et à la fin, je vais vous montrer comment craquer une connexion SSH d'un utilisateur dont on connaît le nom d'utilisateur, et donc hacker sa connexion SSH sur un serveur, en utilisant donc l'outil Hydra. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer donc comment craquer un hash donc SHA-256. Donc déjà, on va générer un hash SHA-256. Donc j'ai pris un outil en ligne. Donc voilà, donc le mot clair c'est strong password. Et donc ça, c'est sa valeur SHA-256. Normalement, quand on fait de la cryptanalyse, ou en tout cas quand on cherche à craquer des passwords, généralement, c'est pas spécifié que c'est du SHA-256. Là, je vous le dis que c'est du SHA-256, donc c'est facile, on connaît déjà le type. Mais normalement, la première étape, c'est d'identifier quel type de hash c'est. Donc pour ça, on peut utiliser un logiciel qui a donc sur Kali Linux, ou en tout cas sur n'importe quelle distribution de Linux, vous pouvez le télécharger, qui s'appelle Hash Identifier. Donc on va utiliser ça, on va copier notre hash ici, enfin plutôt le coller, hop, et on voit que le format le plus vraisemblable qui pourrait correspondre à ce hash là, c'est du SHA-256. Donc ça nous donne une très bonne indication déjà. Donc on va pouvoir essayer donc on va considérer que c'est un SHA-256, même si on le sait, mais en tout cas la démarche c'est d'abord de identifier quel type de hash c'est. Donc on va sortir d'ici. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce hash là, on va le mettre dans un petit fichier.
donc que j'ai appelé donc h2crack. On va aller dans notre shell, vérifie qu'il est bien dedans. Il est bien dedans, c'est parfait. Donc maintenant, on va utiliser John the Reaper pour pouvoir craquer ce password-là. Donc on va faire donc John, si j'arrive à l'écrire. On va spécifier le format du hash qu'on a. Donc on a identifié que c'était un SHA-256. Donc dans John the Reaper, pour dire que c'est un SHA-256, bah, on utilise donc en fait le format raw SHA-256. 256, voilà. Donc ensuite, en fait, on doit spécifier la word list. La word list, en gros, c'est le dictionnaire qui, en fait, pour pouvoir performer donc notre dictionary attack, pour pouvoir brute force, en fait, pour pouvoir casser, pardon, le hash qu'on vient de générer en SHA-256, pour récupérer la version claire, eh bien, on utilise donc une word list, donc ce fameux dictionnaire. Donc bah, là, strong password, bah, c'est un password qui est justement plutôt faible. Donc si on ne spécifie pas de word list, bah, ce qui va se passer, c'est que John the Reaper va utiliser la word list par défaut de John the Reaper, qui est quand même déjà pas mal fournie, et qui bah, en fait, va pouvoir craquer sans aucun problème ce hash-là. Mais on va quand même spécifier la word list pour voir un petit peu comment bah, on dit à John the Reaper qu'on veut utiliser une word list particulière, puisque dans le CTF que je vous ai fait, je vous ai fabriqué une word list pour pouvoir craquer certains hashes qui ne sont pas dans les wordlists les plus connus et pas dans la wordlist par défaut de John the Reaper. Donc là, je vais spécifier une wordlist. Dans mon cas, je vais utiliser une wordlist qui est très connue, qui s'appelle la rockq.txt, qui est en fait une wordlist qui existe par défaut dans Kali Linux, et pas besoin de la télécharger quand vous téléchargez Kali Linux. Donc cette wordlist là contient une très 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 grande proportion donc des passwords qui sont les plus utilisés sur Internet. Et quand on fait des CTF, bah, la wordlist rockq.txt c'est une des plus importantes puisque bah, la majorité des passwords qu'il faut craquer ou brute forcer ou n'importe comment dans des CTF se trouvent dans rockq.txt. Après, bon, il y a tout un art de se fabriquer sa propre wordlist, mais bon, là je vais utiliser rockq.txt. Hop, voilà, et on spécifie donc le fichier dans lequel est situé notre hash que l'on veut craquer. Donc là, c'est h2crack. Donc là, on va le lancer. On voit que très rapidement, il a reconnu que, bah, en fait, le hash qu'on avait craqué, bah, en fait, sa version claire, c'est strong password. Donc, on a réussi à craquer ce SHA-256 là. On peut aussi utiliser des sites internet. Donc, par exemple, Crackstation, qui est un très très bon site. Donc là, on peut voir que bah, quand j'ai mis donc le SHA-256 de strong password, et bah, rapidement aussi, il m'a trouvé que c'était strong password comme résultat. Donc ça, c'est vraiment un site qui est intéressant aussi à utiliser. Donc voilà. Donc là, on va le voir aussi avec donc, du MD5. Donc là, ce qu'on va voir, c'est donc là, j'ai mis juste un mot clair qui c'est donc QWERTY. Là, eh bien, on a la version MD5 de QWERTY. On va la mettre ici. On va sauvegarder. On retourne là-dedans. Donc là, ça va être exactement la même requête, sauf que bah, c'est le format qui va être différent. Donc, le format, hop, on va le changer ici. Et donc là, ça va être du raw MD5. On va le lancer. On voit que très rapidement, il a trouvé que c'était QWERTY. Donc là, on a réussi à casser donc un SHA-256 et un MD5. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment on peut craquer un zip qui possède un mot de passe. Donc, déjà, je vais fabriquer un zip qui possède un mot de passe. Hop, on va aller là-dedans. Donc, je vais créer un petit répertoire qui s'appelle zip2crack. Dedans, j'ai mis un fichier txt, donc flag.txt, où dedans j'ai juste écrit flag. Donc voilà, donc là, je vais le zipper avec un mot de passe. Le mot de passe, on va l'appeler 654321, par exemple. Donc il y a un mot de passe plutôt très faible. Hein. Donc voilà, donc là je vais le mettre dans un autre répertoire pour qu'on voit bien que ça marche bien. Je vais donc me créer un folder. Hop, je vais le mettre dedans. Et donc là déjà on va bien vérifier que ça demande bien un password pour l'extraire. Donc là ça me demande un password. Si je mets n'importe quoi comme password, eh bien il va y avoir une erreur et je ne vais pas pouvoir le faire. Donc là, imaginons je ne connais pas le password, donc on va le craquer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir déjà un terminal là-dedans.
On voit qu'il est dedans, c'est super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un des modules de John the Ripper qui s'appelle Zip2John, donc qui est dans la suite en fait de John the Ripper quand vous le téléchargez, qui est de base aussi par défaut dans Kali Linux, donc il n'y a pas besoin de l'installer si vous avez Kali Linux. Donc Zip2John, donc là, hop, Zip2John, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il s'appelle Zip2Crack. On va l'appeler Zip2John. On va le faire, hop, on va le mettre en format txt. Voilà. Donc là, on voit que ça nous a créé un zip2john.txt. Si on affiche zip2john.txt, à quoi ça ressemble? Hop. Donc c'est un format que seul John the Ripper comprend pour pouvoir en fait craquer ce password-là. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire John, on va appeler la commande John the Ripper. On va appeler donc par exemple la wordlist req.txt pour bien spécifier une wordlist. Donc user share, parfait. Sauf que là, notre document, il s'appelle zip2john. Voilà. Donc là, on voit que très rapidement, il a trouvé le password du zip, et donc c'est bien 6543221. Donc là, je vais pouvoir le dézipper pour voir que ça marche bien. Hop, on va l'extraire. 6543221. Là, on voit que ça a bien dézippé mon zip protégé, et qu'on a accès au document qu'il y a dedans. Donc on a réussi à craquer un zip protégé par un mot de passe avec John the Ripper. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment aussi on peut brute forcer, ou plutôt faire une attaque par dictionnaire sur une connexion SSH d'un utilisateur. Donc, je vais utiliser donc un challenge de TryHackMe. Voilà, on va donc utiliser une box de TryHackMe pour le faire. Donc déjà, on va utiliser la commande Hydra. On sait à travers l'exercice, je vous épargne les détails de ce qui se passait avant, mais que le nom d'utilisateur qu'on doit hacker, eh bien, il s'appelle, hop, laissez-moi juste retrouver le nom de l'utilisateur. Donc le nom de l'utilisateur, c'est Lynn. Hop, on va plutôt ouvrir plutôt là-dedans un terminal, ce sera plus facile. Tac, donc on va utiliser Hydra. Donc on va mettre "-l" minuscule pour fixer un nom d'utilisateur, donc fixe. Si vous mettez L majuscule, ça va en fait faire aussi une énumération des utilisateurs. Donc là, nous, on connaît que c'est Lynn l'utilisateur qu'on veut. Et donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va préciser le mot de passe. Donc le mot de passe, en fait, on va mettre un P majuscule pour dire qu'en fait, c'est une liste pour faire une attaque par dictionnaire. Donc nous, dans notre cas, il s'appelle lox.txt. Et donc là, on va préciser l'adresse IP de la cible. Hop, l'adresse IP de la cible, elle est là. Et je précise quel protocole j'utilise avec Hydra. Donc là, c'est la connexion SSH. Donc là, on va le laisser tourner. Et on voit que, en fait, il a trouvé le password de Lynn, le password de la connexion SSH. Donc là, par exemple, si je me connecte en SSH sur donc la session de Lynn, donc je vais mettre Lynn, arrobase, donc l'adresse IP de la machine que j'attaque, et donc yes, et là je mets le password que je viens de craquer grâce à Hydra. Hop. Donc vous inquiétez pas, hein, quand on vous demande des passwords dans Linux, ceux qui n'ont pas l'habitude, quand on écrit des caractères, ils s'affichent pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien dans le password, c'est juste que quand c'est un password protégé sous Linux, quand vous tapez des choses, elles ne s'affichent pas. Donc il ne faut pas être perturbé quand vous allez le faire pour le CTF. Ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est normal. Si vous écrivez des choses et qu'elles ne s'affichent pas dans le password, c'est complètement normal. Donc là, vous voyez que j'ai réussi à me connecter sur la session SSH de Lynn, et donc que son password était bien le bon, en tout cas quand j'ai bien craqué le bon password grâce à Hydra. Donc j'ai bien accès à ces documents, etc. Donc voilà, donc là, le bilan, c'est que grâce à John the Ripper, on a réussi à craquer des hashes non réversibles. Donc là, particulièrement, on a fait donc SHA-256 et MD5. On peut faire, il y a énormément de formats qui sont acceptés par John the Ripper.
On a vu aussi qu'il y a un site internet qui est capable de le faire, qui s'appelle CrackStation. De toute façon, je vous le mettrai en description de la vidéo. Et, euh, et puis sinon, on peut aussi craquer des connexions SSH, et tout type grâce à Hydra, mais là en tout cas on l'a fait pour une connexion SSH. Et donc on peut trouver en fait des passwords euh, de manière complètement remote, donc online, contrairement à John the Ripper qui sont des attaques locales. Donc voilà un petit peu l'étendue de ce qu'on peut faire avec des outils assez simples de cryptanalyse.